En tournée dans l'océan Indien, le président de la République a quitté Mayotte pour la Réunion. L'occasion de changer son fusil d'épaule en matière de communication. Après une séquence immigration, Emmanuel Macron s'entiche de la question sociale sur une île particulièrement sinistrée. Franco exhumé 44 ans après sa mort. Une partie de l'Espagne règle ainsi ses comptes avec son passé. Une manœuvre politique qui ne devrait cependant pas avoir de grandes conséquences électorales. Les incendies se multiplient depuis plusieurs années en terre lusitanienne, un désastre écologique dans lequel les industriels du papier sont souvent pointés du doigt. Face aux accusations, l'industrie papetière s'est acheté ses propres pompiers privés. Madame, Monsieur, bonsoir. La tournée des îles se poursuit pour Emmanuel Macron. Après s'être rendu à Mayotte, le président a posé ses valises pour 3 jours à La Réunion. Dans ce territoire particulièrement touché par la pauvreté, le chef de l'État a laissé tomber l'aspect migratoire et sécuritaire pour enfiler la casquette sociale. À chaque île, son thème de prédilection. Après Mayotte et un crochet par les îles éparses, Emmanuel Macron est arrivé mercredi sur l'île de la Réunion. Une visite de 3 jours pour le chef de l'État sur un territoire toujours en proie à une grave crise sociale. Une crise sociale traduite à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes. Il y a un an, l'île avait été le seul département d'outre-mer à connaître intensément ce mouvement social. 3 semaines de paralysie totale et une image durablement abîmée pour Emmanuel Macron et plus largement pour la République en marche. Ainsi, à l'occasion de sa visite de 3 jours, la première depuis sa prise de fonction, le locataire de l'Élysée se savait particulièrement attendu au tournant sur la question de l'emploi et de la vie chère. Il faut dire que 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté, le taux de chômage atteint 23% de la population active et les prix sont en moyenne plus élevés de 7% qu'en métropole. De quoi donner le ton de la visite d'Emmanuel Macron qui, dès son arrivée sous une pluie battante, a tenté de désamorcer la situation. Si la vie est chère, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment développé la production locale et parce qu'il y en a quelques-uns, en quelque sorte, qui ont tout pris pour eux. Ne nous mentons pas. Et donc, qu'il s'agisse des transports, des BTP, l'agroalimentaire ou la distribution, je veux que nous redoublions d'efforts pour lutter contre ce fléau. Développer l'activité économique, c'est aussi tirer à La Réunion toutes les opportunités que nous pouvons. Nous sommes dans une région qui est pleine de potentiel, celle de l'océan Indien. C'est pour ça que j'ai souhaité que nous ayons cette initiative, ce sommet Choose la Réunion. Choose la Réunion, un forum aux airs très start-up destiné à booster l'attractivité économique du territoire. En présence de plus de 50 chefs d'entreprise, le président est une nouvelle fois revenu sur le problème de la vie chère. La vie chère, pendant longtemps, on a répondu en mettant des aides. Il en faut parfois. Enfin, ça marche mieux quand on crée plus d'emplois et qu'on crée plus de concurrence pour faire baisser les prix. Comme ça qu'on répond au problème de la vie chère. Partout dans le monde. Des emplois plutôt que des aides, un beau message sur le papier. Cependant, cela n'a pas empêché les Réunionnais d'accueillir le chef de l'État par un appel à la grève générale ce jeudi. Un mouvement soutenu après des heurts qui ont eu lieu entre des manifestants et des forces de l'ordre aux abords de l'aéroport à l'arrivée d'Emmanuel Macron, avec des tirs de gaz lacrymogène d'un côté et des jets de pierre de l'autre. Une situation tendue qui pourrait se prolonger tout au long de son séjour qui s'achèvera vendredi. Ce jeudi, le président accompagné notamment par les ministres de l'économie, du travail et de l'agriculture. C'est d'ailleurs entretenu avec des participants aux nouvelles représentations citoyennes mises en place après la crise des Gilets jaunes, où une nouvelle fois, il a été question de l'économie de l'île. On remet de l'ordre, on empêche que certains prennent tout pour eux, on remet de la concurrence et on arrive à faire baisser les prix. Si on fait de la production locale, si on crée des nouvelles entreprises et de l'initiative, si on fait du contrôle, je peux vous dire, les prix baissent et l'activité augmente. C'est ça la recette du succès. Franchement, il y a tout pour réussir à La Réunion. Et le faire en créant un modèle qui soit beaucoup plus juste, beaucoup plus écologique et beaucoup plus durable. Une proximité sociale affichée par Emmanuel Macron et une recette du succès. Tout le panel pour redorer une image largement écornée. Un schéma déjà appliqué 2 jours plus tôt à Mayotte où il a promis la sécurité dans un archipel frappé par l'immigration clandestine et dont la moitié des habitants sont des étrangers, dont 95% de Comoriens. On doit se battre contre l'immigration clandestine pour permettre à ceux qui viennent protéger leurs droits, qui sont des gens à qui on va donner des papiers, qui vont travailler ici dans un cadre, d'y prospérer et d'être une chance pour Mayotte. On a remis des moyens civilo-militaires, c'est l'opération Chicandra. On a au total
1500 personnels, civils et militaires qui sont déployés. Le social d'un côté, la sécurité de l'autre, des thèmes variables selon le territoire, mais dont la portée n'échappe à personne à 6 mois des élections municipales. En effet, lors des dernières élections européennes, le Rassemblement national est arrivé largement en tête à Mayotte et à La Réunion. Et malgré ces belles paroles migratoires, sécuritaires et sociales, il n'est pas certain que la tournée des îles d'Emmanuel Macron soit couverte de succès dans les urnes sur ces territoires en mars prochain. L'Espagne exhume son ancien chef d'État. La dépouille du général Franco a été exhumée de la vallée de Los Caídos ce jeudi à 10h30 pour être transférée dans un cimetière de la province de Madrid. Un épisode mémoriel qui divise. Olivier Frère-Jacques. Jeudi, 10h30, la dépouille de Franco est exhumée du mausolée de la vallée de Los Caídos. Un acte grave qui s'inscrit dans une volonté politique qui vise notamment à dénigrer systématiquement la mémoire du vainqueur de la guerre civile espagnole qui opposa dans les grandes lignes républicains et nationalistes. L'exhumation s'est faite dans l'intimité en présence de la famille de Franco et du ministre de la Justice du gouvernement socialiste. Pour le normalien agrégé d'espagnol Nicolas Klein, auteur de l'ouvrage Rupture de banc, la perception de cette exhumation est très variablement perçue par les Espagnols. C'est très variable, ça dépend évidemment des idées politiques des Espagnols qu'on interroge. Globalement, c'est une façon pour beaucoup de tourner une page historique, celle de la guerre civile. Je pense aussi que beaucoup ne sont pas dupes de la tentative de manœuvre politique de la part de Pedro Sánchez, l'actuel président du gouvernement, qui cherche à utiliser cette exhumation comme un argument politique en vue des élections du 10 novembre prochain. Une manœuvre politique pour laquelle personne n'est dupe et pour cause, déterrer un homme 44 ans après sa mort ne semble pas être le meilleur moyen d'obtenir des voix. Prévue depuis longtemps, l'exhumation ne devrait finalement pas avoir de conséquences sur la vie politique espagnole ou alors à la marge. L'exhumation était quelque chose de prévu déjà depuis longtemps. Il n'y a pas de surprise majeure de ce côté-là. Et puis, je ne crois pas que même à gauche, les électeurs se déterminent autour de cette question. Est-ce que ça peut servir Vox ? Peut-être. Je pense que c'est plus tout le battage médiatique qui a été fait autour de l'exhumation en elle-même que véritablement le fait de déplacer le cercueil de Franco qui peut éventuellement leur donner des cartouches, des munitions pour les élections. Mais je pense pas que même à droite on se détermine autour de cette question-là. Les nostalgiques du franquisme sont résiduels. En Espagne, il y en a vraiment très très peu maintenant. Donc je ne crois pas que ça ait une influence de ce point de vue-là non plus. Peu d'influence dans la vie électorale espagnole, mais un débat sur la mémoire qui demeure bien présent, qui divise toujours autant et qui revient de manière récurrente dans l'actualité espagnole. Non, ça ressort régulièrement. Ça ressort régulièrement parce que c'est disons, un débat qui, indépendamment des générations, n'a jamais vraiment cessé et qui a été relancé depuis les années 2000 à la faveur de différentes lois. La loi sur la mémoire historique, par exemple, de Zapatero en 2007. Et c'est un débat finalement sur la façon dont on envisage l'ensemble de l'histoire espagnole au-delà même du XXe siècle, sur la façon dont on envisage aussi le rapport au passé. Donc c'est quelque chose qui mobilise quand même, y compris dans les plus jeunes générations, que ce soit pour tenter de corriger un certain nombre de décisions prises dans le passé, ou bien au contraire pour dire que c'est ridicule, que le passé c'est le passé, qu'on ne va pas y toucher 40 ans après la mort de Franco. En Espagne, la polémique devrait cependant faire son retour. Le charismatique fondateur de la Phalange, José Antonio Primo de Rivera, reposant, lui, toujours dans le mausolée, un privilège qu'il doit à sa mort pendant la guerre civile. Une société divisée autour d'un passé proche, mais plus généralement autour de la perception de son histoire et de sa civilisation. Une problématique qui dépasse largement la seule péninsule ibérique et que l'on retrouve également en France, en Allemagne ou en Italie notamment. Et on reste dans la péninsule ibérique, mais direction la Lusitanie à présent avec le Portugal, un pays très lourdement touché par les incendies ces dernières années. Dans ce contexte, un acteur économique est pointé du doigt, l'industrie du papier, une industrie qui s'est offert des pompiers privés. Pedro Simões est un ancien pompier volontaire. Depuis 4 étés, il intègre un effectif de 250 hommes rémunérés par l'industrie papetière portugaise. Leur tâche, défendre les plantations d'eucalyptus de ces entreprises privées. Aujourd'hui, on va avoir une journée particulièrement chaude, avec 37 degrés. Avant tout, ce que je vous demande, c'est sécurité. Sécurité et encore plus de sécurité.
L'eucalyptus, c'est l'or vert du Portugal. Il représente 4,6% des exportations et un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros. Premier propriétaire forestier du pays, l'industrie papetière est cependant régulièrement accusée de la prolifération de cette espèce, propice aux incendies à répétition. Cette histoire d'accuser les eucalyptus, non, ce n'est pas vrai. C'est plutôt un ensemble qu'il faut accuser. Les pins, les broussailles. Il y a eu ces dernières dizaines d'années un abandon de la forêt portugaise. C'est cela qui a amené aux gros incendies. En 2017, le pays est frappé par les feux de forêt les plus dévastateurs de son histoire. Bilan, plus d'une centaine de morts et 500 000 hectares brûlés. Paulo Pimenta fait partie de ceux qui dénoncent l'épidémie d'eucalyptus comme un des facteurs à l'origine des incendies. L'eucalyptus est bel et bien aujourd'hui l'épicentre des problèmes des incendies au Portugal. Sur les 900 000 hectares d'eucalyptus dans le pays, 600 000 représentent un risque réel d'incendie. Cela ne signifie pas éradiquer l'espèce, mais la maintenir dans un contexte de sécurité. Monsieur Pimenta reconnaît le travail effectué par ses pompiers, même s'il déplore le manque d'entretien des 2/3 des plants d'eucalyptus du pays, voués à l'abandon. Un contexte dont Rui Ventura, pompier privé, est pleinement conscient. 90% de notre travail se fait en dehors de nos plantations. L'idéal, c'est vraiment de combattre l'incendie en dehors de nos propriétés. Si le feu arrive chez nous, comme on entretient nos forêts, il ne progresse pas de la même façon et l'extinction de l'incendie devient plus facile. L'eucalyptus occupe aujourd'hui 26% de la forêt nationale portugaise. Mais devant l'ampleur des dégâts causés par les incendies, le gouvernement portugais a décidé de limiter la surface de la première espèce forestière du pays. Et on retrouve à présent l'actualité en bref avec Olivier Frère-Jacques. Retour vers le futur à la République en marche. 2 semaines après le rejet de Sylvie Goulard, Emmanuel Macron a proposé le nom de Thierry Breton comme nouveau membre français à la Commission européenne. Cette proposition aurait déjà été approuvée par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Une surprise alors que l'ancien ministre de l'économie de Jacques Chirac avait quitté le circuit politique pour occuper le poste de PDG du groupe Atos. Seul petit problème, le risque de conflit d'intérêts, d'autant que le groupe Atos est un fournisseur de services informatiques de l'Union européenne. Le sud de la France sous les eaux, de fortes pluies et des rafales de vent dépassant les 100 km/h ont balayé l'ensemble des départements méditerranéens. Les puissants orages ont provoqué des inondations dans plusieurs villes de l'Hérault et le trafic ferroviaire est interrompu entre Montpellier, Perpignan et l'Espagne. Le secteur de Béziers a été particulièrement touché. Les pompiers ont effectué 38 hélitreuillages et évacué plus de 1000 personnes. Le maire de la ville héroltaise, Robert Ménard, a déploré une situation apocalyptique. L'état de catastrophe naturelle a d'ores et déjà été décrété. Peine de mort requise contre 3 Marocains. Mercredi, le parquet de la cour d'appel de Salé, près de Rabat, a demandé la peine capitale avec exécution à l'encontre de ces 3 individus qui ont avoué avoir décapité 2 touristes scandinaves en décembre 2018 au nom du groupe État islamique. En première instance, les meurtriers avaient été condamnés à la peine de mort, mais théorique, du fait d'un moratoire en vigueur depuis 1993 au Maroc. Depuis fin août, 24 prévenus sont jugés pour leur implication directe ou indirecte dans cet acte que le groupe terroriste n'a jamais revendiqué. Les avocats de la défense ont pour leur part demandé l'annulation de la peine de mort des principaux accusés en appelant le système judiciaire à mener de nouvelles expertises médicales sur leur santé mentale. Vladimir Poutine sur tous les fronts. Après avoir trouvé une issue au conflit nord-syrien, le président russe se tourne vers le continent africain à l'occasion du premier sommet Russie-Afrique qui s'est ouvert mercredi à Sotchi. À cette occasion, Vladimir Poutine a annoncé sa volonté de doubler les échanges commerciaux avec l'Afrique d'ici 5 ans. Dans les discussions, il a notamment été question de partenariats dans les secteurs de l'énergie ou encore les minerais. La Russie a ainsi conclu des accords avec 3 pays africains en matière de prospection de matières premières.
Suspicion de sexisme dans les musées d'histoire naturelle. Selon une étude vaseuse publiée mercredi et relayée dans la presse progressiste, les mâles oiseaux et mammifères seraient surreprésentés dans les collections de 5 grands musées du monde. Sur le vaste échantillon analysé, 40% des oiseaux et 48% des mammifères en moyenne sont des femelles. Une légère disproportion qui serait issue d'une sélection délibérée au moment de la chasse, les mâles étant généralement plus impressionnants et plus visibles que les femelles. Si cette chasse à l'inégalité paraît bien futile, des scientifiques la justifient à présent par la nécessité d'avoir un tableau complet du vivant, les caractéristiques génétiques pouvant varier selon le sexe. Et dans un instant, notre Zoom du jour, TV Liberté vous propose la conclusion des 6 heures d'entretien accordées par le fondateur du Front National. Jean-Marie Le Pen évoque les événements récents et ses relations complexes avec la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen. Au soir du 21 avril, vous vous dites que vous n'étiez peut-être pas prête, vous et le Front National, pour diriger la France. Ça vous a traversé l'esprit ? Bien sûr, évidemment. Que j'ai pensé à ça, que nous n'étions peut-être pas prêts pour le faire. Mais quand la destinée vous appelle, vous ne pouvez pas échapper à votre destin. C'est le reproche que j'ai fait d'ailleurs à Marion, députée très jeune et très brillante, de ne pas se représenter dans le Vaucluse pour la reddition de ses comptes d'abord à ses électeurs, et ensuite, quand l'histoire vous déroule un tapis rouge sous les pieds, vous n'avez pas seulement le droit de prendre, mais vous avez le devoir de le faire, nonobstant vos choix personnels ou vos dilections propres. Et ce soir, retrouvez immédiat, exceptionnellement, Olivier Frère-Jacques et Nicolas Faure évoquent le silence des journalistes sur les manifestations d'agriculteurs aux Pays-Bas, le succès d'Éric Zemmour sur CNews, malgré les critiques, et le débat sur le voile et l'islam. Et tout de suite, la France de Campagnol de Christian Combaz et mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Demain, vous avez rendez-vous avec Olivier Frère-Jacques. Bonsoir. De temps en temps, il arrive qu'au café ou ailleurs, on m'aborde sur le ton. Et puisque vous semblez à Campagnol avoir un avis sur tout, que pense-t-on en ce moment de l'invraisemblable taupe terroriste qui s'est glissé jusqu'au creux du service de lutte contre les taupes terroristes? Et en fait, le ton est même plus critique que ça quand on me parle. C'est plutôt du genre, ça m'étonnerait que là-dessus vous ayez à dire quelque chose de plus original que le tombereau de commentaires là qui est tombé des bouches autorisées, d'autant que la vôtre n'avait pas. Alors soit, ai-je répondu à mon apostropheur du jour, en qui on aura peut-être reconnu l'abonné au monde, le gars qui vous interpelle sans arrêt en vous disant « vous qui êtes si fort », tout en ne montrant jamais aucune qualité qui lui permette de se prétendre plus fort que vous. Donc je lui dis à ce type « d'accord, mon avis sur la question ne vaut peut-être rien, mais comme tout le monde, j'ai vu le ministre de l'Intérieur s'expliquer devant les députés », pas très mordant les députés, et j'ai surtout trouvé qu'il avait du mal non seulement avec la vérité, mais avec la syntaxe déjà. Et puis il dit sans arrêt les hommes et les femmes et les hommes, il dit celles et ceux, il dit à un député qui le critique, soyez force de proposition. Donc c'est un type qui n'a vraiment pas le niveau d'un homme d'État dans des circonstances où on ne devrait voir que ça dans les ministères. Il était plutôt fait au départ, ce gars, pour diriger une équipe de vente. Et là, à côté de moi, il y avait l'instituteur, enfin l'ancien instituteur, qui a dit « Moi, j'ai regardé 5 minutes pour tomber sur des phrases du genre « L'imam en question n'est pas en responsabilité à la mosquée de Gonesse dans lequel le tueur était un habitué, etc. » Et là, je me suis dit, nous dit l'instituteur, si c'est ça aujourd'hui, un ministre, autant que les professeurs rengainent tout leur attirail et n'essaient pas d'apprendre aux enfants à parler un français correct.
Et là, j'ai rattrapé la balle parce que c'est la réponse que je voulais faire à mon abonné au Monde. Je voulais lui dire que j'avais au moins une opinion légitime sur la situation de la France face au terrorisme. C'était celle d'un ancien directeur de centre culturel français à l'étranger, moi que j'ai été donc. Vous savez, le réseau culturel français à l'étranger, c'est 800 alliances françaises et une centaine d'instituts à travers le monde. Et il se trouve que la veille de notre conversation au bar, j'avais reçu un témoignage par lettre à propos d'une alliance française d'un pays méditerranéen, où l'incompétence règne apparemment, y compris dans l'usage du français. Mais ça, c'est pas rare du tout. Il suffit d'aller sur les sites internet de ces établissements censés enseigner le français hors frontières. L'analphabétisme y règne dans bien des cas, hélas. Mais ce que j'avais à dire à mon sceptique du Monde, là, qui me parlait sur le ton « puisque tu es si malin », c'est que le réseau français à l'étranger est exposé désormais en plus à tous les égorgements, à tous les plastiquages, parce qu'il n'a pas du tout les moyens de sa propre protection et parce que, par définition, ce sont des établissements qui reçoivent du public. Alors, je ne parle pas des cours de français, parce que là, on peut à peu près contrôler qui entre et qui sort du bâtiment. Non, je parle par exemple des séances de cinéma, où vous ne pouvez pas mettre un détecteur de métaux, d'abord on n'aurait pas les moyens de le payer, ou à la bibliothèque, ou encore aux expositions qui par définition sont ouvertes à tout le monde. Et donc la France, avec sa grande vocation universaliste, internationale, la France chez qui on entre comme dans un moulin, y compris en métropole évidemment, et surtout à Addis Abeba, se retrouve en première ligne à peu près partout à travers ce réseau historique, plus d'un siècle, qui tôt ou tard devra plier bagage de toute façon, puisqu'il n'y a plus aucune sécurité pour ses membres, il n'y a pas d'argent non plus, pour les protéger. Et pourtant, m'a objecté notre abonné au Monde, on n'assiste pas du tout au sauf-qui-peut dont vous parlez, etc. À quoi j'ai répondu, en guise de conclusion, c'est parce que, au moins pour la partie centre culturel français, les gens sont tellement bien payés qu'ils ne vont pas prendre l'initiative de faire chuter le réseau pour se retrouver pauvres et professeurs de français en banlieue parisienne. Donc, on attend le gros pépin sérieux dans le réseau français à l'étranger, où il n'y a aucun contrôle de radicalisation, évidemment. D'ailleurs, quand on voit comment ça marche en métropole, on n'est pas très confiant sur le réseau. Abonnez-vous, merci. Voilà des semaines que les charmants élèves de première ont pu tester les joies de la réforme sortie du crâne bouillonnant de Jean-Michel Blanquer en vue du nouveau bac. Et ce n'est pas de la tarte aux pommes, mais c'est plutôt de la tarte à la moutarde vinaigrée. Pourtant, officiellement, l'heure était venue de l'épanouissement scolaire, du soleil radieux et du savoir enchanté. Enfin, les élèves, en modulant à la carte les spécialités au gré de leurs envies, allaient pouvoir s'adonner avec passion à leurs rêves les plus fous, apprentissage du javanais, cuisine pour les aveugles ou point de croix recyclable. Fini les contraintes de matières académiques aussi desséchantes qu'inutiles comme les maths ou l'histoire. Dans les faits, c'est un tout petit peu plus compliqué. Et surtout, l'instauration du rêve scolaire se traduit par une galère de gestion sans nom pour les établissements. Jusqu'à présent, la composition des emplois du temps relevait pour les administrations du cauchemar. Désormais, l'on frôle l'enfer de la jungle. C'est pire que celle qui est décrite dans le célèbre film « Le pont de la rivière Kwai ». Illustrons notre propos en étant clairs, nets et précis. Voici donc un exemple clairement, nettement et précisément illustratif. Le choix des spécialités ont dû être communiqués en juin par les élèves. Mais encore faut-il que les professeurs qui correspondent à ces spécialités soient disponibles, ce qui est loin d'être toujours le cas. Résultat, vous demandez à faire des maths. Mais comme ce n'est plus dans le tronc commun, on n'a pas d'enseignants prévus pour faire des maths. Donc on vous invite au mois d'août à faire un autre choix. Si vous voulez faire des maths, allez voir ailleurs. Non mais,
Mais non, moi je ne veux pas aller ailleurs et je veux faire des maths. Jean-Michel, sois sympa pour une fois, je veux faire des maths. Bon, eh bien comme tu ne me réponds pas, je vais demander à mes parents de me payer des cours particuliers à domicile et vive l'égalité des chances. Morale de l'histoire, la liberté de choix, c'est bien, mais point trop n'en faut non plus. Donc, certains rectorats interdisent de faire de langue vivante. On m'a déjà supprimé les maths et en plus de ça, je ne peux pas faire du chinois et du thaïlandais. Mais ça devient fou. À l'heure de la mondialisation joyeuse, on se demande pourquoi. Bon, ne cherchons pas à comprendre. Ainsi donc, votre fiston, qui comptait faire anglais et italien pour travailler dans l'interprétariat, se retrouve obligé de prendre anglais et peinture sur porcelaine. C'est formateur, la peinture sur porcelaine. Interdit de rire. Cerise sur le gâteau avarié de la réforme. Il est assez évident que faire cohabiter dans une même classe le petit Kilian, qui a choisi sciences politiques et basket, avec la petite Maria, qui, elle, veut faire de l'espagnol et de la physique, relève du défi intersidéral. Ce qui donne des emplois du temps des professeurs aux allures de Dentelle Dupuis, tout plein de trous. Ne soyons pas dupes. L'objectif de cette réforme n'est pas que nos enfants apprennent quelque chose, mais qu'ils aient le bac. Le contenu du dit bac est totalement annexe dans l'affaire. Vive le basket et la peinture sur porcelaine. C'est avec de telles spécialités que la France gardera à coup sûr son rang dans le monde. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.